Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, donc je vous informe que vos micros sont coupés et que vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation dans la partie Votre question en haut à droite. Patrice et Adrien y répondront à la fin de la session. Je vous informe aussi qu'à l'issue de ce webinaire, nous allons vous faire parvenir un questionnaire de satisfaction. Nicolas, Patrice, Adrien, nous allons pouvoir commencer? On y va. On y va, Karine. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ben oui, bonjour. Petit souci. On a un petit souci, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça doit venir peut-être du côté de la connexion d'Adrien, peut-être, ou du site. Je prends le relais si jamais vous m'entendez tous. Bonjour à tous et merci beaucoup de participer à ce webinaire. On va attendre le retour d'Adrien, qu'on n'entend pas. Je peux vous évoquer le contexte, bien évidemment. Alors, le sommaire, on va démarrer par une présentation du contexte. Pourquoi ce webinaire que l'on reconduit d'ailleurs, parce qu'on a déjà fait ce webinaire l'année dernière et l'année précédente. Tout d'abord, on vous expliquera le contexte, bien évidemment, avec une actualité que tout le monde connaît, qui est la crise sanitaire actuelle notamment, et des organisations qui sont assez impactées pour certaines d'entre elles. Donc, la pertinence, en fait, de poser le sujet de l'adaptation des effectifs dans le cadre d'une crise, et notamment la crise que l'on connaît aujourd'hui. Ensuite, on verra les outils de la réorganisation. Nous verrons ce qui est notre credo et l'expertise principale de CIACI Saint-Honoré, qui sont les mesures de transition emploi-retraite, bien évidemment, que l'on peut injecter dans plusieurs dispositifs qu'a prévu le législateur. Et puis l'importance d'une GPEC, alors GEPP aujourd'hui, qui nous permettent en fait, bien évidemment, de réorganiser au fil de l'eau les organisations. Nous verrons une particularité sur la recherche de repreneurs et leur revitalisation. Nous avons la chance d'avoir Patrice Yvon aujourd'hui avec nous, qui fait partie de notre équipe et qui est un expert depuis de nombreuses années sur ces sujets-là, notamment, et sur tous les sujets du restructuring. Donc, merci Patrice d'être avec nous au quotidien et puis d'être avec nous sur ce webinaire. Et puis, en conclusion, nos convictions, bien évidemment, qui n'engagent que nous. Ce seront des considérations subjectives, mais ce sera représentatif de notre credo. Le temps qu'Adrien revienne, on peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà, pour le contexte actuel et la temporalité de l'action, bien évidemment. Alors, le contexte actuel, bien évidemment, issu de cette crise sanitaire, un environnement incertain, dans un contexte de crise économique et sociale. Alors, avec un bémol, il ne faut pas non plus dramatiser. Bien évidemment, c'est dur. Bien évidemment, la crise sanitaire a impacté les entreprises et les organisations avec une baisse de chiffre d'affaires pour certains secteurs d'activité. Nous pensons à l'aéronautique, nous pensons aussi à la sous-traitance de l'industrie aéronautique, nous pensons aux agences de voyage, par exemple, nous pensons à donc d'autres secteurs qui ont été largement impactés plus que d'autres. Bien évidemment, on ne parlera pas des GAFA qui, eux, ont tiré leur épingle du jeu. Mais en revanche, dans cet environnement, le tout est de savoir comment, en fait, adapter les effectifs lorsqu'on a une masse salariale qui est devenue trop impactante avec une baisse de la production, une baisse du chiffre d'affaires et une masse salariale qui devient assez importante. Et puis, l'obsolescence de certains métiers aussi, qui ne sont pas forcément liés qu'à la crise. Il y a un besoin de regagner de la flexibilité pour faire face à des scénarios possibles, bien évidemment. Donc, le législateur, encore une fois, a mis en place des dispositifs et qui ont été amendés par les ordonnances de 2017 applicables depuis 2018. Donc, pour principaux dispositifs, en fait, nous les avons finalement depuis 2-3 ans et nous allons les voir. On a une nécessité de réadapter ou pivoter son activité pour se coordonner avec les évolutions de son marché, bien évidemment, et puis accorder la stratégie RH avec la stratégie d'entreprise dans un contexte de crise, encore une fois. Et puis, on voit qu'il y a une charge de travail appréhendée dans un environnement changeant avec le télétravail, la réduction des déplacements. Il n'y a pas que l'adaptation des effectifs, il y a aussi toute la réorganisation du travail à revoir. Donc, nous évoluons dans ces questions de réorganisation et ces réflexions et l'ingénierie sociale des plans de réorganisation. On évolue aussi dans un contexte qui a profondément évolué ces 24 derniers mois et en tout état de cause depuis ces 12 derniers mois, en tout cas depuis mars 2020. Voilà, sur la slide, voilà pour le contexte. Et c'est pour ça que nous reconduisons d'ailleurs ce webinaire que nous avons conduit l'année dernière et puis l'année
précédentes. J'ai un message d'Adrien qui me dit que Karine, qu'il n'est plus dans la conf, il a peut-être un problème technique. Je te laisse régler de ton côté, voir avec lui s'il peut revenir éventuellement. Et pendant ce temps, pour ne pas vous faire perdre du temps, eh bien, je vous présente les différents outils de la restructuration. Alors, nous avons mis en présentation, bien évidemment, les principaux outils. Il y a plein d'outils qui sont prévus par le législateur, mais pour les principaux, vous voyez, transition emploi-retraite, parce que c'est notre credo chez CSI Saint-Honoré. On pense que l'on peut agir en premier lieu sur la pyramide des âges et sur la vérification et l'audit de la pyramide des âges afin de mettre en perspective des mesures de transition emploi-retraite dans les plans de réorganisation. Je vous parlais des ordonnances de 2017 qui ont prévu aussi les accords de performance collective, la rupture conventionnelle collective qui succède peu à peu et qui remplace peu à peu les plans de départ volontaires, autonomes ou intégrés dans des PSE. Vous verrez que c'est possible. Et puis, les plans de sauvegarde de l'emploi qui demeurent et qui, s'ils sont mis en place intelligemment, en fait, demeure une solution, bien évidemment. Et puis la GEPP, une gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences que nous allons voir tout à l'heure, bien évidemment, et qui sont peut-être un peu moins adaptées en période de crise, mais qui nécessitent une vraie réflexion de fond dans toute organisation pour éviter du hard restructuring. Et puis, il y a bien évidemment l'outil de la recherche de repreneurs, Loi Florange, que nous présentera Patrice tout à l'heure, qui est aussi une source de levier et puis de transformation, qui est parfois une obligation malheureusement, mais pas uniquement, et nous le verrons aussi. Le principal objectif, en fait, lorsque l'on se penche sur une réorganisation et quand on a cette obligation, bien évidemment, c'est d'écouter l'organisation et de procéder à un audit organisationnel. On sait très bien qu'en audit, en période de crise, nous sommes impactés par la temporalité, par un calendrier qui est court, par une urgence. Et malgré cette urgence, en fait, il faut quand même, tout de même, prendre le temps, ne serait-ce que quelques jours, pour faire une étude de fond de l'organisation, écouter l'organisation pour mettre en perspective les meilleures options que vous voyez à l'écran, même si la liste n'est pas exhaustive. Ensuite, chiffrer les différents plans de réorganisation, bien évidemment. Conseiller les directions, bien ça c'est notre métier sur ces sujets-là, mais pas uniquement, aussi conseiller, accompagner le dialogue et les représentants du personnel. Et j'ai même envie de vous dire qu'il faudrait même aussi les former, voilà, régulièrement. Et c'est pas du tout péjoratif, c'est pour bien faire comprendre que à partir du moment où on embarque le plus en amont possible les parties prenantes dans l'ingénierie des plans de réorganisation, eh bien, plus ces dispositifs sont compris, les raisons pour lesquelles on les met en place, et un dialogue social sain en amont, en fait, forcément entraîne une compréhension du dispositif par tous et un déploiement opérationnel qui est porteur et assuré. Voilà. Et ensuite, il convient bien évidemment d'établir les livres légaux et les accords collectifs pour l'aspect un peu plus juridico-technique. Sur la slide suivante, pardon, nous vous présentons en fait la question de la temporalité et du climat social, bien évidemment. Alors, les plans de réorganisation, en fonction des dispositifs, ne sont pas tous pertinents en fonction du calendrier et de la temporalité et du climat social dans les entreprises. Vous avez pour principal plan de hard restructuring, on va dire, le PSE, le PDV, la RCC et l'APC. Nous verrons que même dans ce cadre-là, en fait, il y a aussi des plans qui sont plus ou moins durs ou plus ou moins doux, hein. On ne peut pas mettre en face le PSE et la RCC, par exemple. Et puis, vous avez des méthodes plus douces qui sont les transitions emploi-retraite qui permettent, en fait, d'adoucir les plans de restructuration durs qui peuvent se déployer en fait, de 6 mois à 12 mois, sous condition d'avoir le temps de les mettre en déploiement, plus que les mesures de transition emploi-retraite sont souvent déployées sur une période minimum de 2 ans, jusqu'à 4 ans parfois. Donc, il s'agit d'un temps long. Il faut que l'organisation ait le temps. Il faut que la pyramide des âges y soit favorable et que la mesure soit pertinente eu égard à la physionomie de l'organisation. Et puis, la GEPP. Alors, la GEPP, c'est une réorganisation au fil de l'eau et puis sur le long terme. Donc bien souvent, voilà, en période de crise, il s'agit de se poser la question de la gestion prévisionnelle de l'emploi, mais pas sur le temps de l'urgence.
C'est une réflexion qui viendra après, malheureusement, la restructuration dans le dur, si elle n'existait pas avant et si elle n'a pas empêché en fait le hard restructuring en période de crise. Voilà pour la temporalité. Sur les slides suivantes, je vais vous présenter, on a perdu Adrien qui n'est toujours pas là, le pauvre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je vais en profiter pour vous présenter la rupture conventionnelle collective. Alors, pour les principaux points négatifs, en fait, il ne s'agit pas de vous présenter sur le plan juridique ce qu'est une rupture conventionnelle collective. Je pense que tout le monde aujourd'hui, en fait, est au courant des règles, de la réglementation et c'est ce que cela représente. Mais on ne veut pas vous faire une présentation juridique, loin de là. En fait, notre volonté, c'est de vous présenter notre vision des choses et surtout les avantages et les inconvénients d'après ce que l'on pense véritablement, de ces dispositifs. Donc, pour la rupture conventionnelle collective, qui remplace peu à peu les plans de départ volontaires, qui sont en place depuis maintenant à peu près 3 ans, bien évidemment, il y a une incertitude sur l'atteinte de l'objectif, puisque, en fait, c'est le principe structurant de la rupture conventionnelle collective, c'est le volontariat. Donc, on ne sait pas qui va partir et en nombre et combien de salariés vont se positionner sur un départ volontaire. L'identité, en fait, de ces départs, de ces salariés est inconnue aussi. Donc, vous pouvez aussi perdre de très bons éléments qui peuvent se positionner sur ces plans. Donc, au niveau du ciblage, il y a une incertitude. Il y a un ciblage des postes en fonction de la fonction et de la géographie. Alors ça peut être un avantage et un inconvénient. On les a mis dans les 2 colonnes, bien évidemment. Donc, un ciblage des postes, mais à condition toutefois de respecter une égalité de traitement entre les salariés occupant un même poste. Donc, nécessité de prévoir des critères de départage. Impossibilité d'engager des départs supplémentaires de type licenciement économique. Alors ça, c'est issu d'une jurisprudence qui date de mars 2019 et qui prévoit l'interdiction de licencier correspondant à la durée d'exécution de l'accord, donc potentiellement 12 mois à 16 mois, on va dire, et puis nécessité de conclure un accord avec la majorité élue titulaire du CSE, donc accord majoritaire nécessaire pour mettre en place une ERCC, ce qui peut être un frein en cas de climat social et puis de non-compréhension du dispositif par les IRP. Cela entraîne aussi une obligation de revitalisation, donc c'est aussi en fait une contrainte, ça peut être vu bien évidemment comme une contrainte. Et puis pour les ACP positifs de la RCC, absence de justification économique nécessaire, contrairement au PSE qui l'impose. Un ciblage des postes, alors vous l'avez vu, on l'a mis dans les points négatifs, mais ça peut être aussi en fait un point positif puisque nous avons la possibilité de cibler. Et puis un timing assez court entre les déploiements opérationnels et les premiers départs. On a 1 mois de négociation, 15 jours de procédure avec l'administration, 1 mois pour permettre aux salariés intéressés de se faire connaître et de signer la rupture. Donc le temps en fait entre le positionnement, la candidature et le départ peut être assez court. Une annonce et une communication plus douce qu'un PSE, oui, c'est certain. C'est-à-dire que le principe structurant, encore une fois, je vous le disais, c'est le volontariat. Donc bien évidemment, on n'est pas dans le départ contraint. Et puis le nombre de départs volontaires peut être supérieur au nombre d'emplois supprimés afin de permettre des recrutements. Donc ça permet aussi le renouvellement, par exemple, des métiers sensibles ou des postes sur des fonctions qui seraient obsolètes et permet en fait le renouvellement et la modernisation en fait des postes dans le cadre, par exemple, d'une transformation digitale. Les accords prévoient souvent le recours à 2 dispositifs, la concrétisation immédiate et le congé de mobilité. C'est aussi un avantage puisque les porteurs de projets immédiatement concrétisables qui ont une solution identifiée à leur repositionnement professionnel pourront bien évidemment partir directement, signer leur convention de rupture, sortir de l'organisation et mener à bien leur projet professionnel. Et pour ceux qui auraient un projet professionnel qui nécessiterait un temps plus long de développement, eh bien, ils pourraient épouser le congé de mobilité, un dispositif qui leur permet de demeurer dans les effectifs tout en s'adonnant à 100% à leur projet de repositionnement professionnel. Et puis, possibilité de prévoir des mesures de transition emploi-retraite. Donc, Adrien va nous en parler de ces mesures. Je vois qu'il a pu revenir, je pense. Je vois un numéro de téléphone. Donc, on va parler de ces mesures de transition emploi-retraite parce que c'est notre credo et c'est vraiment Adrien qui porte en fait ce sujet chez CIACI Saint-Honoré et qui permet en fait justement d'adoucir les plans, quel qu'il soit, quel que soit le dispositif, et il vous l'expliquera. Et puis la possibilité, la probabilité de contentieux ultérieur est faible, et il n'est pas inévitable malheureusement, mais effectivement plus faible peut-être que dans le cadre d'un PSE avec départ contraint. Voilà. Sur la slide suivante, donc, on enchaîne sur le PSE, que tout le monde connaît, que l'on appelle communément encore aujourd'hui plan social, bien qu'il s'agisse bien évidemment du plan de sauvegarde de l'emploi, et nous insistons, nous, bien évidemment, comme tous les acteurs
acteurs de ce métier sur le terme sauvegarde, parce que c'est bien le sujet en fait. Donc une obligation de justification économique dans les points négatifs, une annonce plus brutale qu'en cas de RCC, c'est bien évident. Un PSE est toujours assez traumatisant. Et puis le timing plus long que d'autres plans entre le déclenchement et les premiers départs, donc 2 mois et demi sur une procédure avec le CSE, qui peut désigner un expert. Donc, c'est encore un temps supplémentaire pour l'instruction du dossier par l'expert. Et puis, entre 15 et 21 jours de procédure avec l'administration. Donc, un temps beaucoup plus long. Et c'est une investigation et la procédure collective, en fait, est assez impactante, assez lourde, voilà, par rapport aux autres plans que nous évoquons aujourd'hui. Une validation, homologation de la direction du travail, bien évidemment. Le plan nécessite une homologation. Voilà, si ce n'est pas homologué, retoqué, et le plan ne se déploie pas. Ne seront pas désignés les collaborateurs choisis par les managers, mais ceux que les critères légaux prévus par le Code du travail désigneront. Donc, il y a donc un aléa quant à l'identité des partants. Et puis, une obligation de négocier une convention de revitalisation avec un coût possible entre 1 et 4 SMIC par départ. Et Patrice Yvon nous précisera bien évidemment ce dispositif plus loin. Et pour les points positifs du PSE, alors là, je voulais, bien évidemment, on voulait aussi vous signifier ça aujourd'hui, c'est parce que ça fait partie de nos convictions. Parfois, d'autres plans que le plan de sauvegarde de l'emploi ne sont pas pertinents eu égard au contexte et à la réalité de l'entreprise. Le discours de l'anti-PSE à tout prix, bien évidemment, se comprend, s'entend, mais parfois, en fait, le plan de sauvegarde de l'emploi est nécessaire et essentiel. Donc, en fait, il s'agit d'avoir suffisamment de temps et de mettre en perspective de manière suffisamment intelligente et investiguée avec un véritable audit organisationnel en amont, avec l'injection de mesures douces dans le cadre du PSE. Et si nous arrivons à dessiner un plan de sauvegarde de l'emploi suffisamment pertinent, adapté et qui permet aussi d'injecter des mesures douces telles que la transition emploi-retraite avec une politique de reclassement interne pertinente, avec une véritable création de bourse en l'emploi dynamique, voilà, une phase d'appel à volontariat qui peut s'apparenter après au plan de départ volontaire autonome et qui peut prendre le pas d'ailleurs sur les départs contraints, et puis une investigation et puis une instruction des dossiers dans les phases de points information conseil avant l'homologation de la directe, qui permettent, si l'on instruit suffisamment les dossiers, de ne pas laisser partir en fait les candidats dans un congé de reclassement, puisqu'on pourrait trouver éventuellement des solutions identifiées avant même le déploiement opérationnel du plan. C'est un risque, mais c'est ce que nous pratiquons, ce que nous essayons d'injecter dans les PSE, et ce qui permet en fait, malgré le côté hard restructuring de ce plan, qui permet en fait de rendre le PSE beaucoup plus léger et beaucoup plus doux. Voilà. Il y a une possibilité, dans les points positifs, possibilité de mener les projets jusqu'au bout de façon unilatérale si les élus ne veulent pas signer l'accord. Donc ça, c'est le DU, en fait, le document unilatéral qui permet, en l'absence de l'accord, de partir sur le plan tout de même. Homologué bien évidemment par la direction du travail, c'est la condition. Et puis des programmes d'accompagnement de même nature que ceux déployés pour les PSE-PDV ou rupture conventionnelle collective. Voilà. Alors plus, bien évidemment, les entreprises auront les moyens de mettre de l'argent dans les mesures d'accompagnement, et bien évidemment, plus les accompagnements et les solutions identifiées au reclassement seront effectives au terme des congés de reclassement. Et puis, possibilité de prévoir des mesures de transition emploi-retraite. Sur la slide suivante, nous allons voir maintenant l'APC. Alors, que fait l'APC ici? Bien évidemment, c'est une mesure de restructuration puisqu'il touche à la réorganisation de l'entreprise. Là, on n'est plus dans l'adaptation des effectifs ou la sortie des effectifs, si ce n'est que l'APC prévoit quand même en fait de licencier certains collaborateurs qui n'accepteraient pas l'accord, puisque l'accord d'APC s'applique sui generis en fait au contrat de travail, et donc bien évidemment il est assez impactant de ce côté-là, mais ça permet quand même une certaine réorganisation à froid de l'organisation. Et pour les points négatifs de l'APC, on a une annonce un peu plus douce que le PSE, mais quand même plus brutale que la rupture conventionnelle collective, qui est un plan de départ volontaire finalement avec le principe du volontariat. Il permet d'atteindre les mêmes résultats économiques que les suppressions de postes, mais ne traite pas des situations de sureffectif. Donc en fait, lorsqu'on a l'obligation, la nécessité de remplacer une population, bien évidemment, l'APC n'est pas approprié. Ou par exemple, si on a
une multiplication des emplois sensibles dans une organisation, bah, c'est pas adéquat non plus. Son application peut poser des problèmes d'organisation complexes, puisque en fait, l'APC peut prévoir aussi des mesures d'augmentation ou de baisse du temps de travail, une modification de l'organisation, de la répartition, une modification de la rémunération dans la limite des minima de la convention collective, et puis peut prévoir aussi des conditions de mobilité géographique ou professionnelle. Mais vous voyez qu'on touche quand même à des pans de l'organisation qui sont suffisamment sensibles. Si ces pans d'aménagement des conditions de travail ne sont pas suffisamment saines et lisibles et intelligibles avant même l'application de l'APC, ça peut soulever quand même quelques sujets, puisqu'il va falloir véritablement faire un travail de fond au-delà de la mise en place de l'APC sur les mesures de l'organisation interne. Voilà. Et puis l'APC nécessite un bon climat social, ça, il est évident. Alors on a vu, il avait le vent en poupe, l'APC, dans les médias, dans la presse spécialisée l'année dernière. On a vu qu'il y avait pas mal d'intervenants qui disaient, bon, l'APC, c'est une solution, c'est super. Bon. En fait, ça dépend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie bonne solution. L'APC, il suffit, encore une fois, d'écouter l'organisation, de voir la réalité de l'entreprise, son histoire, les dispositifs qui ont été mis en place. Et puis l'APC peut être pertinent, mais il peut être aussi impossible à mettre en œuvre si les salariés ne comprennent pas ces raisons et puis la mise en place de ce plan. Voilà. Il exclut toute revitalisation, c'est dans les points positifs. Il exclut le plus souvent tout contentieux ultérieur. Ils ne sont pas exclus, mais bien évidemment, ils sont moins prégnants et existants que sur les plans de sauvegarde de l'emploi et la rupture conventionnelle collective. Et puis, voilà tout pour l'accord de performance collective dans les grandes lignes. Nous passons maintenant à ce tableau comparatif. Je ne vais pas vous présenter chaque ligne, je ne vais pas vous faire un détail de ligne à ligne, mais en fait, le tableau a demeuré dans notre présentation parce que nous voulions vous montrer qu'il était possible quand même de mettre de manière très simple en perspective les différentes mesures et de voir un comparatif entre les différents dispositifs de réorganisation que nous avons évoqués précédemment, APC, PSE, PDV, PSE et RCC. Je vous parlais par exemple en prenant parce que le document pourra être mis à votre disposition si vous le souhaitez, puis vous pouvez nous rappeler aussi pour nous challenger, nous poser des questions après. Mais par exemple sur l'impact sur le climat social, ben, vous voyez que on a mis, et ça c'est notre raisonnement qu'on partage avec la plupart des acteurs de ce métier, mais la RCC, donc en fait, il a un impact social assez faible, oui et non, parce qu'en fait, c'est pas anodin de mettre en place une rupture conventionnelle collective dans une entreprise, mais bien évidemment, l'impact social est plus faible que par exemple pour les PSE. Et puis pour les APC, on a mis un impact sur le climat social faible et fort selon le contexte. Bien évidemment, certaines organisations et certains salariés vont accepter de mettre en place ce type de dispositif pour consentir à l'effort, par exemple sur la rémunération, le temps de la mise en place de l'APC, pour peut-être après augmenter le package de la rémunération ou par exemple augmenter l'intéressement le jour où il y a retour à bonne fortune en fait de l'entreprise après le temps de l'APC. Si c'est bien compris et si c'est accepté, bien évidemment, en fait, l'impact social va être faible. Si c'est pas compris et que ça passe tout de même et que, en fait, l'impact peut être extrêmement fort. Donc, il s'agit véritablement de bien investiguer et d'auditer l'organisation. Et puis ensuite, sur les obligations de revitalisation, nous avons des obligations de revitalisation sur les PSE et sur les ruptures conventionnelles collectives, mais aucunement sur d'autres plans de réorganisation dans les entreprises. Voilà pour les principales mesures. Je laisse Adrien, si tu es avec nous, parler des mesures de transition emploi-retraite. Ouais, je suis là. Vous m'entendez, c'est bon, Nico? Ouais, on t'entend. Ok, super, merci. Rebonjour à tous, désolé pour le petit problème technique en intro. Donc oui, les mesures de transition emploi-retraite. En fait, comme a dû vous le dire Nicolas aussi en introduction, en fait, le vrai sujet de l'adaptation des organisations, c'est qu'on cherche à répondre, en fin de compte, à un contexte dans lequel on est. On cherche à répondre aussi et à mettre en place une stratégie définie par l'entreprise. Et il est clair que dans les services RH aujourd'hui, en réalité, on est en plein dans l'exécution de ces stratégies et on attend de nous un certain nombre de choses, un certain nombre d'évolutions et de flexibilité dans notre organisation pour justement mettre à bien, en effet, la stratégie qui a été fixée. Et en fait, en réalité, les mesures de transition emploi-retraite, elles vont
tout d'abord répondre à un problème, je dirais, démographique, je dirais au niveau de toute façon national, qui est qu'on a des populations qui sont de plus en plus vieillissantes. Néanmoins, des populations qui sont de plus en plus vieillissantes ne veut pas dire des populations, à l'inverse, de moins en moins compétentes, hein. Bien au contraire, on a un grand nombre d'organisations, d'entreprises pour lesquelles, en fin de compte, les seniors sont une vraie force parce que, en effet, ils ont souvent des compétences clés, parfois rares sur le marché. Je pense notamment à des secteurs comme le nucléaire et ou parfois l'armement, hein, où en effet, là, il y a des vrais sujets de transmission des compétences. Il y a des entreprises aussi parfois où, parce qu'elles ont pivoté en termes d'activité ou parce qu'elles cherchent justement à renouveler les compétences au sein de l'entreprise, là par contre, ont une volonté, je dirais justement, d'agir sur la pyramide des âges pour pouvoir adapter l'entreprise à ces sujets. Et puis enfin, il y a évidemment, et c'est ce que vous disiez Nicolas quand il vous parlait des systèmes de PSE, de RCC ou autres, c'est que parfois aussi, les seniors vont être concernés par des mesures qui vont être à objectif de réduction de masse salariale et ou réduction d'effectifs. Et en fin de compte, dans tous ces contextes-là, et bien d'autres, en fait, en réalité, les mesures de transition emploi-retraite vont avoir un rôle. Et elles vont avoir un rôle aussi bien dans des contextes, je dirais, sociaux difficiles, parce qu'en effet, comme vous le disiez Nicolas, quand on met en place un PSE dans une entreprise, ça crée un climat social complexe. Mais on se rend compte assez souvent que si on met en place des mesures d'âge et que l'on arrive à faire partir au travers de mesures d'âge, je dirais, souples et adaptées à la population, la majorité des collaborateurs concernés par le PSE, ou la majorité tout du moins des objectifs cibles fixés par le PSE, socialement, ça peut se passer beaucoup plus simplement que de faire partir une majorité de collaborateurs au travers parfois de mesures comme du congé de reclassement ou autre. Et en fait, en réalité, ces mesures-là, que vous soyez dans un contexte complexe ou que vous soyez juste dans un contexte socialement positif, mais où vous souhaitez organiser cette transition entre l'emploi et la retraite, en fait, en réalité, elle va souvent donner un deal plutôt gagnant-gagnant. Gagnant pour le salarié parce que, en fait, en réalité, le but de ces mesures est de dire, voilà, on va aménager votre fin de carrière et on va mettre en place des mesures qui vont vous permettre soit de réduire la voilure sans forcément réduire d'autant votre pouvoir d'achat, ou alors mettre en place des mesures qui vont vous permettre de partir en retraite plus tôt et ou d'optimiser en effet financièrement votre départ. Et in fine, en fait, en réalité, pour l'entreprise, il y a aussi un intérêt bien souvent dans la mise en place de ces mesures de transition emploi-retraite. Alors en effet, dans des contextes d'accord PSE, RCC, etc., ça va, comme je vous le disais tout à l'heure, permettre de faire partir un certain nombre de collaborateurs dans un contexte social souvent plus positif parce qu'en fait, en réalité, ces mesures ont pour but de faire quitter les salariés seniors leur emploi à partir du moment où ils sont dans un schéma de retraite à taux plein. Donc, en fin de compte, les mesures d'âge que l'on va mettre en place servent à faire le pont entre la fin de l'activité professionnelle et les mesures de retraite à taux plein. Et puis, quand on n'est pas forcément dans un contexte de PSE ou de RCC, on se rend compte qu'en fait, ces mesures d'âge, elles vont donner quelque chose de clé à l'entreprise, qui est la visibilité sur les flux de départ futurs des collaborateurs. Vous le savez aussi bien que moi, si vous travaillez dans un service RH, on est toujours confronté à une grande difficulté, c'est souvent les départs en retraite, parce qu'en fin de compte, le salarié doit manifester son départ souvent sur une durée de 1 à 2 mois avant de partir en retraite. Et en fin de compte, quand vous avez un collaborateur qui vient vous voir et qui vous dit voilà, moi, dans 2 mois, je prends ma retraite, au revoir, et bien en fin de compte, ça veut dire que vous, pour organiser ce qu'on attend de vous, c'est-à-dire la continuité d'activité, la transmission de savoir, la passation des dossiers, et bien en fin de compte, vous vous retrouvez dos au mur parce que, 1, il va falloir recruter potentiellement le remplaçant, 2, dans un délai très court, et 3, bien souvent, vous le savez aussi bien que moi, dans la réalité, et bien en fin de compte, le collaborateur recruté, il va arriver après le départ du salarié qui part en retraite, et donc par conséquent, il n'y aura pas eu cette passation, il y aura possiblement eu 1, 2, 3 mois pendant lequel personne n'a occupé le poste et où le reste de l'équipe a dû faire face à cette surcharge de travail, etc., etc., etc. Le fait de mettre en place des mesures de transition emploi-retraite, c'est aussi ça, c'est de vous donner de la visibilité sur les départs futurs, et donc en effet, de ne plus avoir à subir potentiellement, en effet,
ces départs, je dirais, à des moments un peu inconnus, parce que vous le savez aussi bien que moi, aujourd'hui, le range de départ en retraite, ça démarre à 60 ans pour les carrières longues, hein, à peu près un quart de la population, plus suivant évidemment le secteur d'activité, jusqu'à 62 et puis en fin de compte jusqu'à 67 voire 70. Donc en fin de compte, en réalité, il est quand même très compliqué d'avoir ce calendrier des départs, ce calendrier des flux de sortie de l'entreprise, alors que ça pourtant c'est extrêmement stratégique quand on travaille dans un département RH. Et en fin de compte, comment on obtient ce flux avant que je vous parle des mesures? Eh bien, en fin de compte, on obtient ces flux de départ tout simplement parce que ce que l'entreprise, en tout cas ce que nos clients font, et ce qui marche très bien, c'est que l'entreprise, dans le cadre de la mise en place de mesures de transition emploi-retraite, eh bien, en fin de compte, va demander à ce que les salariés se renseignent sur leur retraite. Alors, soit au travers des caisses de retraite, mais bien souvent, on fait surtout appel à un cabinet externe, justement pour que le cabinet accompagne les salariés dans ces calculs de retraite et dans ces dates de retraite à taux plein. Et en fin de compte, en échange, je dirais, de ce travail fait par le cabinet, eh bien, l'entreprise va demander à ce que les dates de retraite à taux plein lui soient communiquées. Et ça marche très très bien. Et puis surtout, derrière, va sécuriser les départs des collaborateurs au travers des mesures de transition emploi-retraite qu'elle met en place. Sur les mesures, justement, sur la slide suivante, en fait, sur les mesures, on en a de tout type. Et vous voyez, une des premières dont on vous parle, c'est l'information retraite, parce qu'en fait, l'information retraite, elle est clé. Vos salariés, bien souvent, ont du mal, en effet, à appréhender le fonctionnement des régimes de retraite. Derrière, les caisses de retraite font ce qu'elles peuvent pour donner de l'information à vos salariés, mais en fait, en réalité, bien souvent, malheureusement, c'est de l'information plutôt automatisée, basée sur des informations qui ne sont pas challengées. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il manque quelque chose dans la carrière d'un salarié et qu'il reçoit son estimation indicative globale à 60 ans, en fait, en réalité, dans son estimation indicative globale, on va lui donner une date de retraite à taux plein sans prendre en compte le fait qu'il peut manquer des périodes sur sa carrière. Et donc, en fin de compte, toutes ces informations partielles, plus l'absence de conseils donnés par les caisses, font que, en fin de compte, les salariés sont un peu perdus et ne savent pas quand est-ce qu'ils peuvent réellement partir en retraite. Vous n'imaginez pas, lorsque l'on fait des entretiens retraite avec des salariés, le nombre de collaborateurs qui ont 62 ans quand on les voit en entretien, à qui on apprend qu'ils auraient pu liquider leur retraite en carrière longue à 60 ans. Ça arrive très fréquemment. Et donc, cette information retraite, elle est importante parce que c'est à partir de là, en fin de compte, en réalité, c'est à partir de cette fameuse date de retraite à taux plein que, en fin de compte, de manière, je dirais, en rétropédalant, eh bien, en fin de compte, le salarié va pouvoir comprendre comment les mesures que vous proposez dans le cadre d'un accord, qu'il soit PSE, PDV, RCC, mais aussi GPEC, voire même un accord senior, hein, souvenez-vous des contrats de génération qu'on n'a plus aujourd'hui, mais aujourd'hui, on fait des accords dédiés à la transition emploi-retraite. Eh bien, en fin de compte, c'est à partir de là que le salarié va pouvoir se projeter, et c'est à partir de là aussi qu'on va pouvoir définir quel salarié est éligible à quelle mesure, et donc, par conséquent, ça donne une autre dimension, évidemment, à l'accord. Dans les mesures, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne vais pas vous embêter avec ça. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il en existe de deux types. On a les mesures dites légales, c'est-à-dire prévues par le Code de la Sécurité sociale, et puis on a des mesures qui sont de la pure construction technique. Dans les mesures légales, on va avoir le rachat de trimestre, prévu par la loi, bien évidemment, et puis la retraite progressive. Alors le rachat de trimestre, c'est je rachète des trimestres à un collaborateur pour qu'il puisse partir en retraite plus tôt. Je ne rentrerai pas dans le détail là, mais comprenez bien que dans 95% des cas, racheter des trimestres coûte moins cher que de garder le salarié dans ses effectifs. Et puis la retraite progressive, qui est un dispositif où le salarié va continuer de travailler à temps partiel jusqu'à ce qu'il parte en retraite à taux plein, et où, en fin de compte, en plus de son salaire que vous avez lui versé à temps partiel, eh bien les caisses vont lui verser un complément de revenus qui est une fraction de ses pensions de retraite futures. Et ce qui est intéressant dans ce dispositif-là, c'est que ces fractions de retraite futures que les caisses versent, en fin de compte, ne sont pas considérées comme une avance sur les retraites définitives, ce qui fait que votre salarié qui, entre 60 ans et 62 ans, s'est vu verser des fractions de retraite progressive par les caisses, eh ben, ne se verra pas défalquer ces fractions-là sur le montant de sa retraite quand il partira en retraite in fine. Ça, c'est nos premiers types de mesures. Deuxième type de mesures, c'est en effet les mesures dites de construction technique, c'est-à-dire que là, en fin de compte, eh bien, on va utiliser, en fait, en réalité, tout un panel de choses, soit des accords que vous avez déjà dans votre entreprise, soit vraiment des mesures qui sont de la construction, nées de la réflexion. Donc, typiquement, des congés de fin de carrière, typiquement l'utilisation du CET, typiquement l'utilisation de la majoration de l'indemnité de départ en retraite pour pousser les gens à partir dans un cadre restreint, c'est-à-dire qu'en gros, on dit, ben voilà,
Si vous vous engagez à partir en retraite entre telle date et telle date, on vous majore votre indemnité de départ de temps. Si vous partez après cette date-là en retraite, eh bien, en fin de compte, vous n'aurez pas cette majoration, etc., etc. Et ce qui est intéressant avec ces mesures, c'est que leur limite, déjà, il y a deux choses, pardon, excusez-moi. La première, c'est que les mesures vont s'adapter suivant les populations que vous visez. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que suivant la population que vous visez, suivant le type de collaborateur, en fin de compte, les mesures que vous allez proposer ne vont pas être les mêmes. Parce qu'en fait, en réalité, il y a des mesures, je vous donne par exemple le rachat de trimestre. Le rachat de trimestre s'applique majoritairement en collaboration, aux collaborateurs cadres. D'accord ? On fait très peu de rachats sur les non-cadres. À l'inverse, la retraite progressive, on va majoritairement l'appliquer sur les non-cadres parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, hein, à l'heure où je vous parle, la retraite progressive n'est pas ouverte aux salariés qui sont forfait jour. D'accord ? Donc ça veut dire que tous les cadres forfaits n'en bénéficient pas. Alors on sait qu'il y a eu des évolutions et que ça a été déclaré anticonstitutionnel et que donc par conséquent, en fait, la retraite progressive va pouvoir à nouveau potentiellement d'ici 2022 se réappliquer aux salariés en forfait jour. Mais bref, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc ces mesures s'adaptent au type de population qui sont visées. Et puis surtout, en fait, en réalité, ces mesures, bien souvent, elles sont assez simples à tracer économiquement. Elles sont assez simples aussi potentiellement à anticiper. C'est pour ça qu'on fait des travaux de simulation, de budgétisation de ces mesures avec nos clients, de telle sorte à ce qu'en amont, eh bien, en fin de compte, quand on arrive à définir sur quelle population on va appliquer les mesures, leur attractivité et puis en fin de compte un budget, en effet, on a réussi à cadrer ce que l'on souhaitait faire avec la transition emploi-retraite. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Et le dernier point, juste avant de donner la parole à Patrice, juste dernier point rapide, c'est que ces mesures, elles n'ont de limite, alors je vais exagérer un peu mon propos, mais elles n'ont de limite que votre imagination. C'est-à-dire qu'en fait, nous, il nous arrive encore fréquemment d'imaginer des mesures avec des clients qu'on n'a jamais mis en place et que l'on met en place pour la première fois dans des accords. On arrive à inventer des choses, on arrive à réfléchir. Alors bien évidemment, la seule limite, c'est la loi, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrive à être très, très, très créatif sur ces mesures-là, de telle sorte à adapter les mesures aux enjeux de l'entreprise et aux collaborateurs de cette dernière. Voilà, je rends la parole à Patrice, du coup, pour la suite. Bon, je vais prendre la GEP. Merci, Adrien. Merci, Adrien. Juste, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Adrien, pour l'ensemble des personnes présentes autour de ce webinaire. Il se trouve que j'avais une réunion la semaine dernière avec un client sur différents sujets et on a abordé le problème de la transition emploi-retraite et eux qui mènent au sein de l'entreprise déjà depuis plusieurs années. Et alors, en l'occurrence, 3 ans avant, ils déduisent une journée, c'est-à-dire que le salarié n'a que 4 jours au lieu de 3, puis après c'est une demi-journée, puis après une nouvelle demi-journée, donc il termine à la fin, donc à 3 jours de travail sur 5. C'est intéressant parce que d'abord c'est très bien vécu naturellement par les salariés, et d'ailleurs chaque année dans l'enveloppe d'augmentation salariale, l'enveloppe qui pourrait servir à l'augmentation salariale, il y a une discussion avec les partenaires sociaux pour savoir où on met l'argent, soit directement sur l'augmentation de salaire, sur une partie éventuellement des salariés, pas sur tous, sur l'amélioration de certaines mesures et notamment sur l'amélioration de la transition emploi-retraite, c'est-à-dire ça pourrait par exemple, c'est plus simplement une journée, ça pourrait être une journée 25 ou une journée 50, ça peut être effectivement des mesures de cette nature et comme tu disais, l'imagination est au pouvoir. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'elle reconnaissait de très, très positif effectivement dans la mesure proposée, et les salariés et les représentants personnels s'en sont largement emparés depuis des années, pour arriver d'ailleurs à cet accord qui est plutôt intéressant et qui peut encore une fois évoluer. Mais, me disait-elle, le plus important pour eux, et tu l'as souligné, c'est la visibilité sur les départs. Ça, c'était quelque chose qui était devenu extrêmement compliqué. Alors, il y a des postes pour lesquels c'est plus facile de remplacer, d'autres pour lesquels ça devient plus compliqué parce qu'il y a du savoir-faire, parce qu'il y a de l'expertise, parce que, bon, voilà, tout un tas de choses. Et une fois encore, c'est pas forcément de la mauvaise volonté des salariés. Vous pouvez très bien avoir une personne qui a décidé, grosso modo, de partir en 2022, et puis crise sanitaire oblige, les sujets de confinement, éventuellement des
personnels ou donc familiaux, des problèmes de santé, etc., c'est que la personne prend sa décision au bout d'un moment de dire en fait non, je ne veux pas aller jusqu'en 2022, je pouvais prendre ma retraite en 2020, je ne l'ai pas fait parce que je voulais effectivement me donner 2 ans supplémentaires. Ah ben en fait non, j'arrête, donc avec effectivement donc une année de plus, mais j'arrête et je prends ma décision d'arrêter pour tout un tas de raisons. Et du coup, l'entreprise est prise de court, c'est-à-dire que encore une fois, c'est pas la volonté forcément d'un salarié, voire encore plus d'un cadre qui est impliqué au plus près de la direction. Mais voilà, il peut y avoir des changements, des bouleversements dans la vie familiale qui font que voilà, le salarié, à un moment donné, décide de décrocher plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Et du coup, bouleverse considérablement l'organisation de l'entreprise. Et comme Adrien l'a signalé très justement, c'est parfois extrêmement compliqué et en tout état de cause, ça laisse des périodes, quelques mois de vide où le salarié est parti en retraite, mais le nouveau salarié n'a pas encore été recruté ou alors doit effectivement, ne serait-ce que par le jeu de la période, je dirais, des 3 mois, en tout cas, pour pouvoir démissionner. Donc, du coup, il y a une arrivée tardive et du coup, il y a un trou entre les deux et ça peut compliquer l'organisation du travail. Et c'est l'élément qu'elle soulignait dans l'emploi retraite, c'était outre la qualité du dialogue, c'est une mesure effectivement très intéressante et qui est toujours très positive, mais c'est surtout pour l'entreprise, et là on a affaire à des chefs d'entreprise, à des DRH, c'est d'avoir une vraie visibilité sur les départs, quoi. Et y compris parfois, quand vous avez des sujets de sureffectif, et là je reviens sur la problématique du webinar, quand vous avez des sujets de sureffectif, vous pouvez découvrir que en 2022, 2023, 2024, vous allez vous retrouver, parce que votre pyramide des âges est ainsi faite, avec de nombreux départs en retraite. Et du coup, le sureffectif que vous avez à court terme, vous allez peut-être pouvoir le gérer avec effectivement des départs en retraite dans les 2 ou 3 ans plus tard, et sans pour autant passer par un PSE. Donc, cet aspect visibilité est important. Voilà. Alors, je reviens sur mon sujet à moi. Donc, le slide suivant. Ça, c'est en fait, avant de te passer la parole, on va juste évacuer cette GEPP. Alors, évacuer, c'est un mot un peu rude, mais bien évidemment, nous sommes en période de crise. Donc, en fait, cette slide qui est un peu dense, je vais vous la résumer pour vous dire que, en fait, lorsque les entreprises nous consultent le plus souvent, parce qu'elles sont dans l'urgence et que le calendrier est court et que le budget est serré, qu'elles sont obligées d'adapter les effectifs et de mettre en place un dispositif de réorga, on va dire, dans le dur, et bien évidemment, il y a un regret de ne pas avoir une gestion prévisionnelle de l'emploi qui est suffisamment, on va dire, pertinente et qui a suffisamment été déployée dans l'entreprise et l'organisation. Alors, la réflexion, c'est de se dire que, bien évidemment, il y a ce regret en période de crise, une fois sur 2, on le constate. Et puis, il y a aussi une volonté, après, de mettre en place des plans de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, mais qui soient pertinents et dynamiques, comme on aime à les appeler, à l'avenir. Bien évidemment, ces plans ne répondent pas du tout à la situation de crise et à la réponse, on va dire, courte et avec une temporalité qui est courte. Mais on peut tout de même, après, entrevoir de mettre en place dans des plans de gestion de l'emploi et des parcours professionnels, par exemple, des congés de mobilité, des dispositifs, en fait, intégrés dans des dispositifs qui sont pertinents pour pouvoir justement faire partir les collaborateurs au fil de l'eau et qui permettent, s'il y a une communication régulière, et on insiste sur ce point parce que, en règle générale, les gestions prévisionnelles ont beaucoup de communication et l'entreprise et les RH font pas mal de com sur le temps de la mise en place au démarrage de la gestion prévisionnelle, sauf qu'en fait, il y a une communication qui est progressivement laissée un peu tomber dans les organisations. Il faut revenir sur le fait de communiquer sur ces dispositifs, c'est très important régulièrement pour que les salariés soient au courant en fait de ce qui leur est proposé dans ces accords-là. Les principaux dispositifs, congé de mobilité, on ne va pas vous le détailler. Bien évidemment, le temps de développer un projet externe,
dans les effectifs pour sortir après une rupture du contrat de travail effective au terme du congé de mobilité après. Donc, ça permet aussi aux collaborateurs porteurs de projets de se positionner et de partir sans qu'on soit dans un cadre de réorganisation court et dur. La mobilité sécurisée qui permet cette mobilité, mais qui permet aussi un retour du salarié dans l'entreprise. Et puis, la transition collective, on ne va pas s'étendre, qui est une mise en convergence des compétences à l'échelle uniquement d'un territoire sur une entreprise source qui décrute vers une entreprise cible qui recrute, avec la possibilité de financer aussi des parcours de formation et de reconversion par le biais et l'aide de l'État qui a prévu ce dispositif. Donc tout ça peut être intégré dans la GEPP. Et bien évidemment, on ne l'a même pas mis parce que c'est évident dans la présentation de ce jour, la transition emploi-retraite que nous a présenté aussi Adrien tout à l'heure. Alors, en situation de crise, ça ne répond pas, pour résumer, ça ne répond pas en fait comme solution pour adapter les effectifs. Et puis, en revanche, ça permet bien évidemment d'anticiper l'évolution des emplois et des compétences sur le moyen terme. Mais encore faut-il avoir du temps pour ce faire. Voilà. Et puis, voilà, je vais passer la parole à Patrice. Maintenant, c'est à toi, véritablement, pour la revitalisation et la loi Florange. Merci, Nicolas. Recherche de repreneurs, revitalisation. Alors, le législateur, effectivement, a complété le dispositif qui était prévu initialement dans les plans sociaux et qui était principalement axé sur le reclassement des salariés par deux autres mesures. La plus ancienne, c'est effectivement celle qui consiste à revitaliser le territoire sur lequel l'entreprise est présente et donc avec un impact sur l'emploi au niveau local. Et puis plus récemment, donc la loi Florange, je vous fais grâce effectivement des explications par rapport effectivement à ce qui s'était passé à Florange, et donc le législateur a complété donc le dispositif par la nécessité de rechercher un repreneur. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ces deux mesures donc s'appliquent au groupe de plus de 1000 salariés. Donc, c'est pas effectivement une bonne partie des entreprises qui sont en deçà de ce seuil en sont exonérées, mais en tout cas pour les groupes de plus de 1000 salariés. Alors, avec deux options. La première, c'est l'entreprise décide de fermer un site. Lorsqu'elle ferme un site, donc elle a deux obligations. La première, c'est de rechercher un repreneur. Et la seconde, c'est d'engager donc des actions de revitalisation sur le territoire. Et je reviendrai en détail. Par contre, lorsque l'entreprise décide de faire des mesures de réduction d'effectifs sans fermeture de site, et toujours de plus de 1000, donc elle n'est redevable que de la revitalisation. OK ? Donc, plus de 1000 revitalisation pour tout le monde, plus de 1000 et fermeture d'un site, revitalisation, plus recherche de repreneur. Donc, lorsque vous fermez un site, donc vous avez cette obligation d'aller, une obligation de moyens, hein, pas forcément une obligation de résultat, très clairement, mais en tout cas, vous devez mener des recherches pour pouvoir effectivement s'assurer qu'il n'y aurait pas des repreneurs du site que vous allez fermer. Alors, c'est extrêmement, c'est compliqué parce que je veux prendre deux cas, pas deux, il n'y a pas deux solutions, il y en a beaucoup plus que ça, mais je veux prendre deux cas extrêmes. Le premier cas, c'est que vous avez aujourd'hui des sites industriels qui sont sous-utilisés, 5 sites industriels, et vous vous dites qu'ils sont sous-utilisés à 20%, et vous vous dites que bon, vous pouvez effectivement en fermer un pour rapatrier la charge sur les 4 autres sites et ainsi optimiser donc vos coûts. Et en plus, peut-être que vous en profitez pour fermer un site sur lequel vous avez des nécessités d'investissement parce qu'il est vétuste, parce que voilà, enfin, il y a des choses qui n'ont pas été faites au cours des années précédentes, et donc vous allez ramasser en quelque sorte votre outil de production sur 4 sites au lieu de 5. Il est clair que vous n'avez pas forcément cédé ce site à quelqu'un qui fait la même activité, parce que c'est vous tirer une balle dans le pied, et de fait, vous n'avez pas intérêt, effectivement, alors que vous essayez de réduire vos coûts, d'aller, je dirais, aider un concurrent qui va, lui, vous manger une partie de votre
de vos marges, en tout cas de votre commerce, de votre business. Voilà. Donc là, c'est compliqué parce que qu'est-ce que vous avez à vendre? Vous avez à vendre un bâtiment, éventuellement, si vous êtes propriétaire, que parfois vous êtes locataire, mais vous avez quand même l'obligation de faire cette recherche de repreneur. Et donc là, vous avez effectivement quelqu'un qui veut s'implanter dans le bâtiment en question. Comme la recherche de repreneur dure peu de temps, hein, c'est à peu près 2 mois, le temps effectivement que vous puissiez raisonnablement essayer d'identifier un repreneur. Donc là, les chances de succès sont relativement faibles. Par contre, à l'inverse, si c'est une activité que vous décidez d'abandonner, qui fonctionne bien, mais voilà, ce qui n'est plus dans votre core business, là, c'est beaucoup plus intéressant de vendre à la fois une usine, à la fois un outil de travail, à la fois un collectif de travail, à la fois des marchés, parce que ça peut vous intéresser, y compris vous, de devenir client de cette structure. Et du coup, là, ça peut intéresser beaucoup plus de monde. Alors, à l'inverse, ça peut de temps, mais enfin, en tout cas, les chances d'aboutir sont raisonnables. Et puis surtout, s'il y a reprise du site et d'une partie, voire de la totalité des salariés, c'est quand même, ça fait mieux dans le paysage et dans la négociation sociale qu'effectivement un PSE un peu brutal. Bon. C'était le cas notamment beaucoup dans la pharmacie, où les grands groupes pharmaceutiques ont décidé d'abandonner des sites parce que voilà, c'était des produits qui étaient plus couverts, en tout cas par d'exclusivité, mais on pouvait avoir des génériques, etc. Et qu'on vendu des sites à des génériqueurs parce qu'ils avaient toujours obligé, toujours pas l'obligation, mais le souhait de conserver naturellement ces produits dans la liste effectivement de leurs médicaments habituels. Simplement, ils ne voulaient plus en assurer la production. Donc à ce moment-là, il y a des génériqueurs qui effectivement décident qui sont intéressés pour pouvoir reprendre ces sites et alimentent donc le donneur d'ordre qui était l'ancien propriétaire du site. Donc vous voyez plusieurs cas de figure, mais en tout état de cause, vous devez mener cette recherche de repreneur. Alors si c'est avant l'annonce du PSE, vous la menez en confidentiel, voilà, et à ce moment-là, vous arrivez avec les conclusions au moment où vous annoncez le PSE, ou vous pouvez très bien, effectivement, au moment de l'annonce, dire on va lancer une recherche de repreneur, et voilà, on se donne 2 mois avant d'en tirer les conclusions et de lancer les négociations sur le plan social. Donc voilà. Alors, slide suivant. Donc, sur l'obligation de revitalisation, là, le législateur considère que lorsque vous procédez à une effectif sur un territoire, donc vous supprimez un potentiel d'emploi, et donc vous l'obligation de recréer le nombre équivalent, le nombre d'emplois que vous avez supprimés. Si vous supprimez 98 emplois, vous devez recréer 98 emplois. Et pour ça, avec un mécanisme assez simple, qui est le nombre d'emplois supprimés que multiplie un certain nombre de SMIC. Alors initialement, c'était entre 2 et 4 fois le SMIC. Là, on a mis 1 dans la présentation, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, si vous avez supprimé 98 emplois, entre 2 et 4 fois le SMIC, alors pourquoi cette variation? En général, quand il y a une fermeture de site, on est plutôt à 4, d'accord? Donc, ça fait quand même pas loin de 6 000 €, d'accord? Et quand on est sur une réduction d'effectifs relativement faible ou que le territoire est plutôt dynamique, on peut considérer qu'on se rapproche effectivement de 2, donc on est plutôt sur la partie basse, je dirais, de la pénalité. Et donc cette somme, donc le nombre d'emplois supprimés que multiplie le nombre de SMIC qui vous aura été imposé, en tout cas que vous aurez négocié avec les autorités locales, donc la DIECT, et donc ça va vous permettre effectivement de mettre en place des actions pour aider à la recréation d'emplois. Alors, pourquoi 1 dans la présentation que nous avons faite? Parce que lorsqu'il y a eu le confinement, la question s'est posée, faut-il maintenir l'obligation de revitalisation dans les secteurs d'activité qui ont été imposés par la crise sanitaire de la Covid-19? Ce n'est pas des défauts, je dirais, de management ou de mauvaise gestion de l'entreprise, c'est juste une crise qui vient frapper un certain nombre de secteurs. Je pense notamment à l'aéronautique, je pense notamment, je dirais, à toutes les activités liées au tourisme, où là, tout est fermé, vous ne pouvez pas bouger. Et donc, ces activités, effectivement, sont immédiatement impactées par la crise et avec derrière tous les emplois, même si on a mis en place, l'État a mis en place
notamment la PLD, mais pour autant, voilà, parfois ça ne suffit pas, et d'autant que la visibilité sur le redémarrage est pas simple. Donc, pas mal de plans sociaux, effectivement, dans ces secteurs ont été initiés au cours des derniers mois, et donc on pouvait légitimement se poser la question, à ces secteurs déjà sinistrés, faut-il leur imposer encore une revitalisation qui a un coût supplémentaire, bien évidemment. Sans quoi, il y a eu un arbitrage ministériel du cabinet d'Elisabeth Borne qui a dit oui, on maintient la revitalisation. Par contre, pour éviter d'aggraver la situation économique des entreprises, à ce moment-là, on peut redescendre en dessous du plafond de 2 SMIC pour éventuellement aller, par exemple, à 1 SMIC. Donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, dans un contexte particulier, on peut trouver des conventions sur lesquelles on a effectivement des entreprises qui sont, je dirais, impactées, alors soit sur une assiette moindre, parce on peut jouer aussi sur l'assiette, ou soit sur un nombre de SMIC qui est autour de 1, 1,5, pour faciliter effectivement la reprise des entreprises et éviter de porter un coup fatal et d'aggraver leur situation plus que raisonnablement. Donc, voilà. En sachant, et je vais terminer parce que je vois que le temps tourne, lorsque vous avez plusieurs sites qui sont... Donc, la négociation se fait avec l'enseignement la directe, on va dire des choses comme ça, donc au niveau local, comme pour votre plan. Donc, c'est après le plan, une fois que le plan, effectivement, est homologué ou validé donc par la directe, donc la négociation avec la directe ou avec les services de l'État, donc directement avec le préfet ou le sous-préfet local, sont menées pour pouvoir à la fois définir l'assiette, définir le montant, définir les actions, et tout ça encadré dans le cadre d'une convention État-entreprise. Et là encore une fois n'est pas coutume, tout comme l'accompagnement des salariés, la revitalisation fait appel en général à un cabinet externe. Souvent d'ailleurs les cabinets, enfin pas tous, mais en tout cas les grands cabinets mènent les 2 opérations. En tout cas, nous, c'est ce que nous faisons, à la fois sur l'accompagnement des salariés et à la fois sur la revitalisation, y compris recherche de repreneurs. Voilà. Et si vous avez plusieurs sites impactés, ce qui était le cas, par exemple, dans l'aéronautique, où il y avait plusieurs sites qui ont impacté entre Toulouse, Nantes, etc. Si je prends les gros que vous imaginez bien, à ce moment-là, c'est une convention cadre, donc qui est négociée au niveau de la DGEFP, et après, ça redescend sur les bassins d'emploi qui sont les plus touchés. Voilà pour ce qui me concerne et pour garder quelques minutes de discussion. Super, merci. On va passer à la conclusion. Peut-être, n'hésitez pas, Nicolas ou Patrice, à rentrer dedans. Mais en gros, le sujet, principalement de tout ce qu'on a voulu vous présenter ce matin, c'est qu'il existe en effet un certain nombre d'outils assez différents qui permettent d'adapter les organisations. Adapter les organisations, encore une fois, au regard des enjeux stratégiques de l'entreprise, mais aussi dans la temporalité. C'est-à-dire que lorsque l'on a des enjeux ou des objectifs à atteindre, il y a toujours en effet l'objectif en lui-même et puis sa temporalité. On se rend compte que les différents types de mesures qu'on vous a présentés ce matin pour essayer de redonner de la flexibilité ou d'augmenter la flexibilité de votre organisation, et bien en fin de compte, permettent de remplir ces objectifs. Maintenant, ce qu'il faut avoir à l'esprit quand même, c'est que ces mesures-là ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire que parfois, on a eu des cas en effet d'entreprises qui poursuivaient un objectif parfois soit de diminution des effectifs, soit de diminution des coûts de masse salariale et qui partaient sur un objectif parfois de PSE ou de RCC et qui, en mettant en place une GPEC avec des mesures d'âge un peu attractives, eh bien, en fin de compte, a réussi à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés parce qu'elle avait une temporalité qui permettait de faire appel à d'autres types de dispositifs. Et parfois aussi, on peut notamment mettre en place typiquement des mesures de transition emploi-retraite dans un premier temps pour réduire la voilure d'un PSE que l'on sait inévitable dans l'année qui suit. Et en fin de compte, grâce à une GPEC bien menée ou grâce à des accords de transition emploi-retraite, ça peut permettre de réduire en fin de compte le nombre de collaborateurs qui demain pourraient être concernés par des mesures un peu plus coercitives ou tout du moins avec une connotation plus négative socialement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir sur ces différents sujets, sur ces différentes mesures.
il n'y a pas de mesures qui sont plus ou moins compliquées, il n'y a pas d'accords ou de dispositifs qui sont plus ou moins compliqués à être mis en place. On sait bien évidemment que, notamment dans les cadres de PSE, il faut être très vigilant sur les sujets de justification économique. Il faut être très vigilant évidemment aussi sur les respects de procédures et ce genre de choses-là. Mais en fait, en réalité, voilà, nous, on a cette capacité à pouvoir vous accompagner sur l'ensemble de ces sujets. C'est pour ça aussi que on a des équipes qui sont constituées et qui ont cette capacité de pouvoir accompagner aussi derrière, en dehors de l'entreprise, tous vos collaborateurs, tout type de collaborateurs, puisque en effet, on travaille aussi bien sur des sujets de restructuring que sur des sujets qui peuvent être parfois dédiés aux seniors, y compris sans forcément de la mise en place de mesures. Donc on a ces compétences-là, on a ces capacités-là, on travaille avec énormément de sociétés sur ces sujets-là. Et voilà, et encore une fois, l'idée de la présentation de ce matin, c'était de vous donner un petit peu cette visibilité sur justement cette flexibilité que l'on peut donner parfois à l'entreprise et sur cette visibilité que l'on peut obtenir aussi parfois sur ce qui va se passer à moyen ou long terme et qui peuvent aider l'entreprise à se transformer au regard des enjeux qu'elle poursuit. Je ne sais pas, Nicolas, si tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, Adrien, tout est dit, puis je crois que l'heure a passé, puis en fait, voilà, Okay. on a vraiment évoqué les sujets principaux, tu as bien pris en considération la temporalité, les objectifs, les contraintes aussi des entreprises, et notre vocation, en fait, chez CIACI, c'est notre équipe, c'est la raison aussi de ce webinaire, d'injecter et de mettre en perspective des plans qui soient les plus pertinents possibles eu égard au contexte et eu égard à la réalité en fait de l'entreprise, et en insistant sur les coûts de l'organisation et des dispositifs déjà mis en œuvre dans l'entreprise avant de mettre en perspective toute réorganisation. Voilà, c'est vraiment notre credo. Et si vous avez une ou deux questions, n'hésitez pas, on peut mettre 2-3 minutes pour vous répondre, bien évidemment. On est à votre disposition et bien au-delà de ce webinaire aussi, n'hésitez pas. Alors, moi, j'aurais une première question. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, concernant le départ des collaborateurs seniors, ne pensez-vous pas qu'un plan de succession mis en vigueur bien à l'avance nous permettra d'accéder à une transition emploi-retraite bien plus souple, au lieu d'un départ subi qui pourra éventuellement interrompre le bon fonctionnement de la tâche concernée? C'est exactement tout le sujet. Ouais. C'est-à-dire que, dans la question, vous avez la réponse. C'est-à-dire qu'en effet, l'intérêt de la transition emploi-retraite, c'est de pouvoir prévoir et organiser l'avenir. Et c'est justement ça tout le sujet, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir cette transition, je dirais, souple, organisée, flexible, quand on peut le faire, bien évidemment, plutôt que d'avoir quelque chose où on sait pertinemment que demain, on a 150, 200 collaborateurs qui vont quitter l'entreprise. Donc, automatiquement, vous subissez beaucoup moins. Automatiquement, ça vous permet de gérer le workforce planning, parce que c'est ça l'enjeu aussi, d'avoir cette capacité à pouvoir gérer les remplacements, à pouvoir gérer aussi parfois des déplacements de force de travail. On a souvent l'exemple de sociétés qui, parce qu'elles ont pivoté certaines de leurs activités, eh bien, en fin de compte, attendent les départs des collaborateurs pour pouvoir recruter dans d'autres départements et en fin de compte faire des jeux de swapping de postes entre les BU pour avoir cette capacité justement à pouvoir renforcer des BU qui fonctionnent ou à pouvoir renforcer des BU qui viennent de se créer. Et en effet, c'est tout le sujet. C'est que pour pouvoir créer votre plan de succession, comme vous le disiez très justement, dans votre organisation, il vous faut cette visibilité. Sans visibilité, vous pouvez créer tous les plans de succession que vous voulez. Ça se basera uniquement, en effet, sur des intuitions qui peuvent être bonnes, encore une fois. Mais l'intérêt de la transition emploi-retraite, là, sur ces plans de succession-là, c'est qu'en fin de compte, vous avez de la visibilité sur les départs. Et surtout, deux, vous les sécurisez. Vous les sécurisez parce que dans les dispositions et dans les mesures d'âge, la seule chose que l'on demande aux collaborateurs en échange du bénéfice de la mesure d'âge, c'est de s'engager à partir en retraite, alors très souvent, quand il a le taux plein. Et donc, par conséquent, en réalisant cette obligation-là, en fin de compte, eh bien, on sécurise le départ du collaborateur et on valide définitivement dans le marbre la date à laquelle il va quitter l'entreprise. Et ce qui permet après, derrière, de pouvoir gérer rétroactivement, en effet, des plannings de succession, de gérer la transmission de savoir, de gérer la passation des dossiers, de gérer tout un certain nombre de choses, alors que quand on subit les départs, on n'a aucune capacité à pouvoir le gérer, et d'autant plus parfois dans des départs qui peuvent être massifs, où là, en effet, parfois aussi en termes d'organisation des services, c'est compliqué, parce que quand vous mettez en place des très grands départs
avec 500 personnes qui quittent l'entreprise, bah, après à réorganiser, et vous le savez aussi bien que moi, pour ceux qui ont vécu ça, hein, c'est parfois assez compliqué. Alors, j'ai une toute dernière question pour 2 petites minutes. Quelles sont les principales questions à se poser quand on a un besoin de réorganisation? Oui, alors, tout d'abord, en fait, la question principale, elle est dans la question, elle est dans la question aussi. En fait, la réponse, il faut déterminer ce besoin et identifier ce besoin, bien évidemment. Donc, en fait, d'abord, encore une fois, écouter l'organisation, voir les dispositifs qui ont été mis en place par le passé, les mesures qui ont fonctionné, qui ne l'ont pas, et celles qui n'ont pas fonctionné, et puis mettre en perspective en fonction des obligations de calendrier, comme l'a rappelé Adrien, bien évidemment, la temporalité est extrêmement importante. Donc voilà, en période de crise, on a souvent tendance à agir dans la précipitation. Et puis, on a tendance aussi à négliger peut-être la communication. Et là, j'en viens au deuxième point important, outre le fait de devoir écouter l'organisation, c'est de communiquer et d'interagir et puis de discuter avec les parties prenantes à la décision le plus en amont possible. Faire entendre en fait les raisons de ce besoin de réorganisation. Ne pas faire des annonces brutes et directes, mais bien former les parties prenantes afin que la décision soit entendue par tous, ce qui va favoriser en fait la mise en place de la réorganisation. Après, il y a une notion, au-delà du calendrier, au-delà du dialogue et de la communication, il y a bien évidemment une notion de budget. Alors là, on rentre bien évidemment dans les finances et la compta. Il faut véritablement voir quelle est l'enveloppe allouée à cette réorganisation. Et puis mettre en perspective aussi le levier et l'amortissement en fait du plan qui sera considéré la plupart du temps comme un investissement en comptabilité. Donc il faut véritablement bien étudier la question et chiffrer en fait les options de réorganisation. Voilà. Donc pour moi, ce sont les 3 principales questions, avec quand même une importance très prégnante à la communication, bien évidemment, et puis la bonne compréhension du plan par tous. Voilà. Merci à vous. Je n'ai plus d'autres questions. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée, puis on demeure tous les 3 à votre disposition. J'avais coupé la vidéo. Eh bien, écoutez, voilà, à votre disposition pour vous répondre au-delà de ce webinaire, bien évidemment. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous.